La scène paraît sortie d'un théâtre absurde, la Maison Blanche, et voilà apparaît Zelensky. Fini le t-shirt kaki froissé. Aujourd'hui, costume. Mais ce n'est pas la tenue qui frappe, c'est le contraste. Celui qui s'est construit une image de chef de guerre en treillis se présente maintenant comme un écolier bien sage. Trump l'accueille comme un père qui aurait enfin réussi à faire habiller son fils correctement. J'adore ce costume. Je n'arrive pas à y croire, lâche-t-il hilar. Les journalistes s'en mêlent. Vous êtes fabuleux dans ce costume. Et tout le monde rit. Sauf Zelensky, obligé de sourire, humilié devant les caméras. Une mise en scène presque infantilisante. Car dès le départ, Trump installe le rapport de force. Lui, le maître de la maison, le vrai décideur. Zelensky, simple figurant, contraint de jouer le rôle écrit pour lui. Question, comment un dirigeant qui se voulait chef de guerre peut-il commencer une rencontre décisive en étant réduit au rang de pantin qu'on habille et qu'on moque? Le ton change vite. Trump fixe Zelensky et déclare « Je ne pense pas que vous avez besoin d'un cessez-le-feu ». Stupeur, car depuis 3 ans, Kiev et Bruxelles répètent que la condition première à toute paix est un cessez-le-feu. Trump, lui, balaye cette idée. « J'ai résolu des guerres cette année, toutes sans cessez-le-feu ». Et il ajoute presque satirique « J'aime le concept ». Parce que ça s'arrête immédiatement de tuer, mais ce n'est pas indispensable. Zelensky tente de se défendre, expliquant que les élections ne sont pas possibles en temps de guerre. Mais Trump, lui, renvoie la vérité en pleine figure. Donc si vous êtes encore en guerre dans 3 ans, pas d'élection? Un silence lourd, puis des rires nerveux dans la salle. Le masque tombe. Zelensky, celui qui se présentait comme l'homme de la démocratie, révèle qu'il suspend la démocratie au nom de la guerre. Et c'est Trump qui expose en une phrase l'hypocrisie du régime de Kiev. Alors, qui est le vrai démocrate? Celui qui met fin à la guerre sans le cessez-le-feu ou celui qui annule des élections pour s'accrocher au pouvoir? Trump enfonce le clou. Nous ne donnons rien, nous vendons des armes. En une ligne, il détruit le narratif de l'aide américaine généreuse. Ce ne sont pas des dons, ce sont des ventes. Et l'acheteur, c'est l'OTAN. Autrement dit, les contribuables européens. L'Europe finance, Washington encaisse et Zelensky dépend. Les centaines de milliards déjà versés par Biden disparus dans le gouffre ukrainien. Trump refuse de prolonger ce système. Désormais, ce n'est plus un guichet automatique, mais une boutique, avec une facture à régler, et clients forcés de payer. Derrière cette franchise brutale, une vérité qu'aucun dirigeant européen n'ose prononcer. L'Ukraine n'est pas un allié protégé, mais un client captif. Et dans le grand jeu, les perdants ne sont ni Washington, ni Moscou, mais l'Europe, sommée de financer une guerre qui n'est pas la sienne. Alors, jusqu'où Bruxelles était prête à payer pour prolonger une guerre que Trump lui-même annonce comme finie. Au cœur du bureau ovale, une immense carte, placée en face de Zelensky. Les zones tenues par la Russie, coloriées en rose, visibles à chaque regard. Un message silencieux. Voilà la réalité du terrain. Trump, fin négociateur, s'en sert comme un outil psychologique, car cette carte ne dit pas seulement où se battent les armées. Elle dit que Kiev a déjà perdu. La Finlande avait fait son choix en 1944, céder des territoires à Moscou pour obtenir la paix. Résultat, 70 ans de neutralité. Aujourd'hui, le parallèle est glaçant. L'Ukraine devrait-elle se résoudre à faire de même? Et si Trump pousse vers cette solution, Zelensky a-t-il seulement le droit de refuser? Car dans ce décor, tout est calculé. La carte n'est pas un outil de travail, c'est un avertissement, une démonstration que la paix passera peut-être par la perte d'une partie de l'Ukraine. Question, et si au fond, cette carte annonçait le futur tracé d'un nouvel ordre mondial? Ils arrivent un à un. Macron, sourire crispé en retard, dernier de la liste. Starmer, nouveau premier ministre britannique, cherche désespérément à paraître important. Mélanie, joueuse de franchise italienne. Merz, le chansonnier allemand, moqué pour son bronzage. Stubb, le président finlandais que Trump ne trouve même pas dans la salle. Et Ursula, toujours Ursula, armé de ses discours moralisateurs. Trump, goguenard, les réduit en quelques phrases. Macron, malgré ses envolées, est renvoyé à son rôle de quémandeur. Starmer, malgré sa grandiloquence, dévoile son obsession, transformer l'Europe en forteresse de l'OTAN. Mélanie, seule, ose saluer Trump pour ouvrir le dialogue avec Moscou. Merz, ridiculisé en vacancier sous UV. Stubb, relégué au rôle d'invisible. Et Ursula, sèchement recadrée. Nous ne sommes pas ici pour parler d'enfants, mais pour parler de paix et de business. En une réunion, Trump a mis à nu la petitesse des dirigeants européens. Des figurants venus réciter un texte face à un maître de scène qui improvise et les ridiculise. Question, qui dérange encore l'Europe si ses leaders se font corriger comme des enfants devant les caméras? Soudain, la tension grimpe. Trump attire l'attention sur un tableau, celui qui représente sa tentative d'assassinat à Butler. Les visages se figent, comme si chacun comprenait. Trump sait. Il sait qui a voulu l'éliminer. Il sait que cette tentative n'était pas un hasard. Et il le montre devant Zelensky et les dirigeants de l'OTAN. Un geste théâtral, mais aussi un avertissement. Message subliminal. Je suis encore là. J'ai survécu. Et je sais. Derrière les rires, derrière les pics, derrière les sourires, un poids écrasant s'impose. Cette réunion n'est pas seulement diplomatique. Elle est existentielle. Et tout, Européens compris, savent que cet homme joue sa vie autant que son mandat.
Alors Trump lâche la bombe. Je vais appeler Vladimir Poutine, pas demain, pas en secret, maintenant, devant Zelensky, devant Ursula, devant Macron. Un geste d'autorité absolue, car il rappelle une vérité que tous feignent oublier. Le conflit ukrainien ne se réglera ni à Kiev, ni à Bruxelles, mais entre Washington et Moscou. Et Trump le sait. En affirmant vouloir parler directement à Poutine, il déchire le voile de la diplomatie hypocrite. La paix se joue entre deux hommes. Et tout le reste, l'OTAN, les sommets, les conférences n'est que décor. Alors question, Zelensky est-il encore président ou déjà relégué au rôle d'otage d'un scénario écrit sans lui? Trump répète, pas de cessez-le-feu, pas d'armistice de 2 ans. Il veut une paix durable, avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais sans l'OTAN, avec implication américaine, mais financée par l'Europe, avec une Russie reconnue comme interlocuteur. Zelensky tente de remercier maladroitement. Macron réclame plus d'armes. Ursula invoque les enfants. Starmer et Frédéric Merz rêvent d'un article 5 bis pour toute l'Europe, mais Trump n'écoute pas. Car le message est simple. Les États-Unis ne porteront plus seul le fardeau. L'Europe payera, l'Europe assumera, et l'Ukraine suppliera la réalité. Alors, que reste-t-il de cette mise en scène? Un Zelensky humilié, une Europe réduite à quémander, un Poutine qui attend son appel et un Trump qui impose comme catalyseur de paix contre tous les narratifs médiatiques. Tout cela n'est pas anodin. Ces réunions, ces mots, ces humiliations annoncent un basculement. Trump s'impose comme celui qui ose dire ce que les autres taisent. Oui, la paix peut venir sans cesser le feu. Oui, l'Ukraine devra peut-être céder des territoires. Oui, l'Europe devra payer. Oui, Zelensky n'est plus qu'un pion. Et surtout, oui, Poutine et Trump peuvent décider ensemble de la fin de cette guerre. Alors une question demeure. Trump sera-t-il l'homme qui ramène la paix ou celui qu'on empêchera à tout prix de franchir cette dernière marche? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.